Plateforme. Les sciences humaines. Collège international de philosophie. Samedi du livre. Le réveil de l'histoire d'Alain Badiou. Avec Alain Badiou, Stéphane Doyer et Céloi Luste-Boulbina. Je suis très contente d'accueillir ici Stéphane Doyer et Alain Badiou pour ce samedi du livre qui est consacré non pas au dernier mais en fait au pénultième livre de Alain Badiou qui s'intitule Le réveil de l'histoire. Alors je voudrais quand même un petit peu présenter Stéphane Doyer, ensuite Alain Badiou. Alors je reprendrai en fait des informations qui sont données par Stéphane Doyer lui-même. Donc Stéphane Doyer est professeur au département de philosophie de l'université de Paris 8 et il est membre fondateur de son laboratoire de recherche qui s'intitule Logique contemporaine de la philosophie. Il a travaillé en fait, il a commencé par travailler dans un collectif fondé par Jean Borel, Geneviève Fraisse et Jacques Rancière qui s'appelait les Révoltes logiques, collectif très connu à l'époque, de 1975 à 1985. Et puis sur des études et des manifestes, il a publié en collaboration avec Patrice Vermeuren, qui est également professeur de philosophie à l'Université de Paris 8. En fait, ce qui intéresse Stéphane Doyer, c'est le rapport entre peuple et philosophie. On verra, et Stéphane aura l'occasion de développer un peu ce point dans ses interventions aujourd'hui. Voilà, je ne vais pas continuer ce qui nous entraînerait trop avant dans l'exposition de la philosophie de Stéphane Doyer, qui l'exprimera évidemment bien mieux que moi-même. Alain Badiou est professeur émérite, on commence institutionnellement, vous aurez remarqué. Alain Badiou est professeur émérite de philosophie à l'École normale supérieure et il a une grande œuvre philosophique et il est devenu, extrêmement populaire en 2007 avec son essai intitulé « De quoi Sarkozy est-il le nom ?» et sur lequel on reviendra éventuellement. Alors moi, je présenterai Alain Badiou en disant en commençant par quelqu'un d'autre, en disant que Ernst Bloch préconisait de rester nomade de ses interrogations, de ne jamais devenir sédentaire de ses certitudes. À mon sens, c'est une bonne façon d'introduire au gai savoir d'Alain Badiou. Je rappelle que Alain Badiou est un auteur de théâtre. Il a écrit L'écharpe rouge, Ahmed le subtil, Ahmed philosophe, suivi de Ahmed se fâche, Les citrouilles. C'est un auteur de romans avec des trajectoires inverses 1 et 2. C'est un auteur de philosophie. Je reprendrai seulement 2 titres dans une grande bibliographie. Peut-on penser La politique, qu'il a publié en 1985, et L'être et l'événement, à Paris, au Seuil, en 1988. Et il a écrit des circonstances. Nous inscrivons dans le cadre de ces circonstances. Il y a la circonstance 1, je me permets de les rappeler, Kosovo, 11 septembre, Chirac-Le Pen, publié en 2003. Circonstance 2, Irak, Foulard, Allemagne-France, publié en 2004. Circonstance 3, Portée du mot juif, en 2005. Circonstance 4, De quoi Sarkozy est-il le nom, en 2007. Circonstance 5, L'hypothèse communiste, en 2009. Et circonstance 6, Nous y venons, Le réveil de l'histoire, publié toujours aux éditions Ligne, en 2011. Alors je voudrais dire quelques petites choses sur circonstance. Alors je suis allée chercher quelque chose dans la définition du Centre national de ressources textuelles et lexicales que je trouve évidemment sur Internet. Je vois vieilli, détail, particularité propre à une chose concrète ou abstraite. Par exemple, l'étendue est la seule propriété des corps que l'on puisse exprimer ainsi sur une échelle de convention
plus petite que la réalité. De la perfection de ces mesures, il arrive encore que l'on puisse en évaluer rigoureusement et commodément toutes les circonstances, c'est-à-dire les rapports et les propriétés des angles, des figures et des lignes qui les coupent ou les terminent. C'est l'objet de la géométrie pure. Ce texte est extrait, évidemment je ne l'ai pas inventé, des éléments d'idéologie de Destutt de Tracy. Deuxième exemple. Ma chère maman semblait attacher une sérieuse importance à l'ordre de sa coiffure, aux broderies de ses manches courtes et à diverses autres circonstances de sa toilette. Ça, c'est Anatole France dans La vie en fleurs. Et puis, deuxième sens, donc, usuellement, c'est la particularité, l'élément secondaire qui accompagne, entoure, conditionne ou détermine un fait principal. Et voilà, on va dire des circonstances accidentelles, etc. Bref, la circonstance et ce qui est autour, c'est une particularité qui accompagne un fait, c'est ce qui aggrave ou atténue un fait reprochable, c'est un lieu commun comprenant ce qui a rapport à la personne, à la chose, au lieu, aux moyens, au motif, à la manière et au temps. Ce sont les choses du moment actuel. Alors, donc, ça c'est ma première manière d'introduire à ce livre, donc, Le réveil de l'histoire. La seconde, je me permettrai, pour immédiatement faire entendre un peu les choses, je me permettrai de lire une citation de Alain Badiou. Je ne cite pas Alain Badiou, je lis une citation qu'on trouve dans le livre. Donc, je dirais qu'il s'agit déjà d'entendre la leçon de Brecht dans son éloge de la dialectique, et qui est la suivante. L'injustice aujourd'hui s'avance d'un pas sûr. Les oppresseurs dressent leurs plans pour 10 000 ans. La force affirme. Les choses resteront ce qu'elles sont. Pas une voix, hormis la voix de ceux qui règnent, et sur tous les marchés l'exploitation proclame « c'est maintenant que je commence ». Mais chez les opprimés, beaucoup disent maintenant « ce que nous voulons ne viendra jamais ». Celui qui vit encore ne doit pas dire jamais. Ce qui est assuré n'est pas sûr. Les choses ne restent pas ce qu'elles sont. Quand ceux qui règnent auront parlé, ceux sur qui ils régnaient parleront. Donc, ose dire jamais. De qui dépend que l'oppression demeure? De nous. De qui dépend qu'elle soit brisée? De nous. Celui qui s'écroule abattu, qu'il se dresse. Celui qui est perdu, qu'il lutte. Celui qui a compris pourquoi il en est là, comment le retenir? Les vaincus d'aujourd'hui sont demain les vainqueurs, et jamais devient aujourd'hui. Alors, je me permettrai de lire un autre passage de Alain Badiou. Je pense que pour entendre la leçon de Brecht, il faut comprendre ce que Alain Badiou nomme le communisme de mouvement. Je peux reprendre tout cela dans une langue plus abstraite et plus simple à la fois. Dans un monde structuré par l'exploitation et l'oppression, des masses de gens n'ont à proprement parler aucune existence. Ils comptent pour rien. Dans le monde d'aujourd'hui, presque tous les Africains, par exemple, comptent pour rien. Et même dans nos contrées nantis, au fond, la majorité des gens, la masse des travailleurs ordinaires, ne décide absolument rien, n'a qu'une voix fictive au chapitre des décisions concernant leur propre destin. Seule une oligarchie à la fois lointaine et omniprésente parvient à lier les épisodes successifs de la vie des gens par un paramètre unifié, à savoir le profit, dont cette oligarchie s'alimente. Appelons ces gens présents dans le monde mais absents de son sens et des décisions concernant son avenir l'inexistant du monde. Nous dirons alors qu'un changement de monde est réel quand un inexistant du monde commence à exister dans ce même monde avec une intensité maximale. C'est exactement ce que disaient et disent encore les gens dans les rassemblements populaires en Égypte. On n'existait pas et maintenant on existe. On peut décider de l'histoire du pays. Ce fait subjectif est doté d'une puissance extraordinaire. L'inexistant est relevé. C'est pourquoi
on parle de soulèvement. On était couché, plié, on se lève, on se relève, on se soulève. Cette levée est la levée de l'existence elle-même. Voilà, donc, cette introduction étant faite, j'aimerais laisser la parole à Stéphane. Bon, mais donc voilà, dans le dispositif mis en place, ça va être à moi de dire quelques mots, ce que je vais donc faire à côté d'Alain Badiou, donc au sujet, donc non pas de philosophie que j'aurais moi et tout ça, donc, mais au sujet d'un livre donc, qui est Le Réveil de l'Histoire, et évidemment que j'ai lu, que nous sommes nombreux ici à avoir lu, et autour duquel nous pourrons donc échanger quelques propos, voire demander à Alain Badiou de développer et préciser un certain nombre des choses qu'il a pu écrire. Donc, proposé comme une lecture du livre et des questions qu'il contient, en choisissant, je propose donc un angle, puisqu'il faut bien en choisir un, et au fond recouper peut-être déjà par certains traits des points auxquels Selwa Boudina s'est elle-même montrée finalement sensible, puisqu'elle les a évoqués dans son introduction, et je profite donc aussi de ce moment pour la remercier de m'avoir proposé d'être là ce matin. Alors, cet angle-là, donc, c'est une manière de me situer par rapport au premier mot du livre qui pose une question toute simple. Je veux dire, donc, ça permet aussi de récapituler un peu ce qu'on trouve dans le livre. Que se passe-t-il ? C'est comme ça que s'ouvre le livre. Il nous dit que se passe-t-il ? Et au fond, il essaie donc de répondre à ce livre. Et alors, à cette réponse-là, évidemment, tout le livre répond, mais je voudrais isoler, trois moments, à l'intérieur du livre, qui sont aussi, c'est pour ça que je dis que ça fait écho à des choses auxquelles Selwa a été sensible, puisque ce sont les moments où Alain Badiou, comme il le fait souvent, convoque des poètes. En fait, il en convoque deux, mais à trois moments, il y a une ponctuation comme ça, non pas d'une parole poétique, mais d'une parole qui est co-énoncée, par le sujet de l'argument qui recouvre, fortement, Alain Badiou lui-même, et donc un poète qui vient en appui, de ce qui est énoncé. Et donc il y en a trois. Bon, si les souvenirs que j'ai de mes lectures anciennes et nombreuses de livres d'Alain Badiou ou de propos qu'il a pu publiquement énoncer ne me trompent pas trop, il me semble que une des raisons que Alain Badiou donne de co-énoncer son propos avec un propos poétique, c'est qu'il y a des moments où il convient que la pensée se décide et que la pensée tranche, et que la parole poétique est certainement, un des espaces, qui permet à la pensée de tracer et de décider le cap qu'elle décide de prendre. Il y a un appui poétique, à ce cap. Donc, en ce sens, puisque la référence est aussi toujours une bonne manière, je crois, d'accueillir les propos de Badiou, je dirais que quand Badiou convoque un poète, il ne le fait pas comme un certain nombre des interlocuteurs du banquet de Platon, dont certains ne sont finalement que les porte-paroles d'un poète absent, et donc comme s'il était toujours présent et comme si le philosophe avait au fond pouvait toujours, se réclamer, d'une muse, qui n'est pas présente à la scène, mais qui viendrait en tout dernier ressort toujours verrouiller le propos. Chacun sait que la pensée d'Alain Badiou est au contraire une pensée qui va parfois aussi s'éloigner du moment poétique, traverser des territoires bien plus austères, comme ceux d'une mathématique, même si il y a un usage peut-être poétique parfois de cette mathématique, mais c'est en un tout autre sens. Et donc, Badiou traverse certainement, des territoires multiples, hétérogènes, et donc n'est pas accompagné en permanence par cet appui qu'il prendrait dans une pensée poétique. Là, les trois moments qu'on rencontre dans le réveil de l'histoire ont tous une certaine apparence conclusive. Ils viennent chacun à un moment donné ponctuer quelque chose comme un premier temps de la réflexion et de l'argumentation et propose effectivement, à partir de cette argumentation, avec l'appui de la parole poétique, quelque chose comme une orientation. Donc je vais d'abord vers la conclusion générale qui dit les choses elle-même de façon tout à fait explicite et claire, puisqu'elle est énoncée avec l'appui de deux fragments qui sont empruntés à René Char, et le statut même en est explicitement annoncé dans le titre qui est donné au chapitre, à savoir que ce chapitre s'intitule « Pour conclure, avec le poète ».
Bon, il s'y énonce au fond, je veux dire, je vais résumer mal, mais comme Badiou est à côté de moi, il corrigera évidemment les approximations qui sont les miennes, mais on pourrait dire les choses de la façon suivante: il faut orienter son regard afin qu'il trouve à l'intérieur de ce qui est présenté autre chose que ce qu'on nous représente. Il faut donc que notre regard trouve dans la présentation même, je veux dire, des vérités, et que nous investissions alors les conséquences rationnelles de l'idée de cette vérité. Cela est peut-être formulé de façon moins précise que ça n'est dans l'ouvrage, mais disons que René Char vient, je veux dire, à l'appui de ce moment dont on voit bien, je veux dire, qu'il tire les conclusions, je veux dire, du livre. Cette conclusion donc, avait été précédée, me semble-t-il, de deux autres moments, je veux dire, qui ont été, eux, énoncés avec les mots de Bertolt Brecht. D'une certaine manière, c'est peut-être d'ailleurs une des questions, puisque je vais accumuler un certain nombre de questions que je souhaite poser à Alain, qui serait peut-être un moment de savoir quel est peut-être un statut plus particulièrement lié à celui de Brecht, je veux dire, dans les convocations poétiques qui sont faites. L'impression que j'ai en ayant relu donc, pour ce matin ce livre, c'est que Brecht sert au moins toujours, et peut toujours au moins servir à une chose, c'est qu'il est le pas d'un premier écart. Qu'au fond, je veux dire, on serait en ce sens, et sans vouloir caractériser du tout toute une époque à travers un trait aussi inconsistant, mais on serait au moins tous, on pourrait toujours au moins se situer dans une époque post-brechtienne, comme si Brecht était à tout le moins un acquis, et qu'à partir de cet acquis-là, sans doute on peut convoquer, je veux dire, d'autres références, d'autres appuis poétiques, mais celui-là serait toujours au fond à notre disposition et marquerait déjà, je veux dire, un écart premier. En ce sens, je m'expliquerai que dans ce livre, Brecht apparaisse deux fois dans des conclusions qui sont un peu des conclusions premières, et que Char arrive, je veux dire, pour la conclusion générale. En tout cas, donc, il y a donc dans ces deux moments qui précèdent, donc il s'agit au fond de situer quand ils apparaissent, et il me semble que donc dans la première convocation qui est celle qui est faite de Brecht, il y a donc cet énoncé, hein, je veux dire, et qui surgit, je veux dire, à la fin d'un moment où ont été distinguées, caractérisées les unes par rapport aux autres, trois différentes sortes, je veux dire, trois images, trois figures de ce que c'est que l'émeute. Je veux dire, l'émeute immédiate, l'émeute latente et l'émeute historique, quoi. Et à ce moment-là, je veux dire, il y a cet énoncé que l'histoire, qui est dite à ce moment-là avec un H majuscule, que l'histoire donc ne contient pas en elle-même, je veux dire, la solution, je veux dire, des problèmes qu'elle met à jour, et qu'il faut effectivement, pour la solution des problèmes qui sont mis à jour par l'histoire, il y faut l'idée, et il faut le travail de l'idée, et un travail au fond qui demeure dialectique, je veux dire, qui est de l'idée. Donc après les émeutes, je veux dire, bon, s'institue l'idée que les émeutes sont un tissu, je veux dire, qui met à jour, je veux dire, dans l'histoire les problèmes, et il faut effectivement donc après la mise à jour des problèmes, il faut que surgisse, hein, je veux dire, que soit saisie, soit instituée, je veux dire, l'idée et le travail de l'idée. Et en ce sens, je veux dire, la conclusion qui arrive ici me paraît tout à fait importante, puisqu'il s'agit bien de dire que, et peut-être contre une apparence sur laquelle je reviendrai parce qu'elle m'interroge, contre une apparence très hégélienne, je veux dire, de ce premier moment du livre qui s'appelle « Le réveil de l'histoire », qui était celui d'inventer une sorte de progression qui peut donner le sentiment d'une forme téléologique, qui nous fait passer de l'émeute immédiate à l'émeute latente et enfin à l'émeute historique, comme si on était dans un moment avec lequel on joue avec des catégories hegeliennes, comme Karl Marx l'avait fait lui-même, c'est-à-dire de jouer avec l'instrument dialectique de Hegel, mais évidemment il s'agit donc d'annoncer, je veux dire, que peut-être, je veux dire, cette idée, je veux dire, qui traverse l'émeute, je
je veux dire, par ailleurs, je veux dire, n'est pas entièrement prise, hein, je veux dire, dans la dialecticité immanente aux émeutes, que donc l'histoire n'est pas à elle-même, en tout cas on ne peut pas immerger à ce point l'idée dans l'histoire pour que, au bout du compte, l'idée soit absolument identifiée, je veux dire, au mouvement historique lui-même, mais il y a bien besoin de cette sortie hors de l'histoire pour qu'à un moment le temps soit le temps de l'idée et que le temps de l'idée ne soit pas le temps de l'histoire. Il y a en particulier là tout un jeu sur lequel je souhaite attirer l'attention, donc je pense que Badiou l'a fait tout à fait consciemment, mais je pense qu'il faut aussi ponctuer les choses comme ça, qui sont précisément le jeu qui s'effectue entre l'histoire avec un grand H majuscule et puis l'histoire avec un H minuscule. Et il y a tout un jeu typographique même dans le livre qui transfère ce jeu entre l'histoire majuscule qui serait d'une certaine manière cette histoire hegelienne ou en tout cas l'histoire officielle de la représentation telle qu'elle se sert des instruments hegeliens, en tout cas celle qui dit que l'histoire est l'alpha et l'oméga, je veux dire, de ce que nous pouvons penser, je veux dire, indépendamment de, on peut dire, la façon de faire surgir l'idée dans un autre cycle, le cycle proprement d'une histoire immanente à elle-même. Je veux dire, ce jeu entre les majuscules et les minuscules, donc ils font qu'il faut faire effectivement sortir des petites histoires, enfin ce ne sont pas des petites histoires, mais des histoires avec un H minuscule, ce qui engage un certain nombre de décisions théoriques par rapport à l'histoire avec son grand H majuscule, se rejoue, par exemple, par rapport à la notion de réveil. Réveil prend régulièrement lui aussi une majuscule, et on voit bien qu'il s'agit de réveiller du coup la grande histoire, et puis réveil prend des minuscules, et réveil vient s'introduire, je veux dire, dans cette historicité d'un autre genre, qui n'est certainement pas bien appelé en étant appelé de la petite histoire, mais qui signale sa différence par cette minuscule. Il y a même un jeu, je veux dire, je ne veux pas prolonger, je ne suis pas ici pour faire une analyse absolue de ce livre, mais pour essayer d'engager un dialogue avec Alain, il y a un jeu entre éveil et réveil aussi. Il y avait aussi tout un ajustement manifestement à mettre ici au point. Bon, et donc, le moment brechtien, qui est celui du moment de la dialectique qui a déjà été cité donc, par Séloy, tu as relu le passage de Brecht, est celui qui, précisément, donc, vient ponctuer ce premier moment en disant, voilà, je simplifie et Alain corrigera évidemment, j'ai retraversé de manière quasi-hégélienne ou para-hégélienne la catégorie d'émeute, j'ai mis en son ordre, je veux dire, une progressivité de l'émeute immédiate jusqu'à l'émeute historique. Pour autant, je veux dire, je n'immerge pas la notion d'idée dans l'histoire elle-même, je veux dire, mais maintenant je ponctue et je dis il faut faire surgir, je veux dire, l'histoire ailleurs et autrement, je veux dire, que de cette dialecticité que j'ai mimée dans un premier moment. Arrive donc ce deuxième moment qui va se déployer sur 4 chapitres, et dans ces 4 chapitres, je vais à nouveau les considérer, je vais reprendre ces 4 chapitres à partir de ce moment conclusif qui surgit à nouveau avec Brecht, et c'est celui auquel moi je suis extrêmement sensible, parce qu'il appartient, je veux dire, alors pour le coup, pour introduire une subjectivité tout à fait inopportune maintenant, je veux dire, en indiquant effectivement que elle retentit, je veux dire, beaucoup, je veux dire, à l'intérieur de choses que j'aime bien faire et j'aime bien lire, et donc c'est ce passage dans lequel Brecht propose d'édifier un monument donc à l'ouvrier inconnu. Et dans ce moment, au fond, la manière dont Badiou reprend cette proposition, je veux dire, de Brecht d'édifier un monument, je veux dire, à l'ouvrier inconnu, il dit au fond qu'il y aurait 3 monuments à faire, si j'ai bien compris. Il dit on pourrait ériger, et ça c'est beaucoup fait, c'est même ça qui est massivement présent, ce sont les monuments évidemment aux soldats inconnus. Je veux dire, il y a d'un autre côté un monument auquel je crois personne en dehors de Badiou n'avait jamais songé. Je veux dire, c'est un monument à l'électeur inconnu, qui on pourrait s'interroger si ce n'est pas, je veux dire, un autre personnage de cette histoire qui n'a plus un H majuscule, on l'a bien compris. Il s'agit de passer de cette histoire, l'histoire avec un H minuscule, c'est ou bien celle des soldats inconnus, ou bien celle des électeurs inconnus, ou bien donc de l'ouvrier inconnu. Je rappelle à tous, ou à ceux qui n'auraient pas encore entièrement lu le livre d'Alain, je veux dire donc le jugement qui est porté sur chacun de ces inconnus de cette histoire dans un deuxième sens. Donc le soldat inconnu meurt et est déjà mort, au service, dit-il, du Moloch
identitaire, c'est-à-dire il est mort pour cet objet imaginaire, je veux dire, bon, constitué de prédicats inconsistants, je veux dire, qui posent les identités, et ces identités appellent aux batailles, et aux batailles les plus sanglantes de notre histoire. Et pour ces batailles-là, je veux dire, le soldat inconnu donc est mort depuis longtemps et continue donc de mourir. Bon, c'est bien un des acteurs de la petite histoire. Le deuxième, c'est cet électeur inconnu. Bon, le dernier livre de circonstances, d'ailleurs, il fait directement référence. Hein, je veux dire, ça va être circonstance 7, du coup, si je compte bien. Quoi, il parle de cet électeur inconnu, et donc c'est un acteur entièrement instrumentalisé, hein, je veux dire, dans la proposition de compréhension que Badiou nous en transmet, et il est sacrifié, je veux dire, sans vergogne, sur l'autel de tout ce qui le prive en réalité de ses pouvoirs, et donc en particulier donc, sur l'autel de la démocratie. Donc deuxième jugement donc, porté sur l'électeur inconnu, hein, je veux dire, qui ne cesse de se battre à travers l'histoire, de voter, je veux dire, d'élire, je veux dire, bon, etc., et donc qui est sacrifié sur cet autel. Et donc enfin, cet ouvrier inconnu, hein, je veux dire, comme le troisième, hein, je veux dire, et auquel il s'agit donc en quelque sorte d'édifier véritablement un monument, hein, et sans doute les ouvrages en général, je veux dire, ou une grande partie on ferait rechercher à l'intérieur de l'œuvre de Badiou, lesquels sont plus particulièrement orientés vers l'édification d'un monument à l'ouvrier inconnu, je veux dire, mais bon, peut-être le sont-ils tous, ou certains plus particulièrement, mais à l'évidence, hein, je veux dire, la série des circonstances, hein, donc qu'a évoqué Selwa Boulbina fait partie de ce travail. Une façon de le comprendre, je veux dire, c'est de dire que c'est une suite d'édifications ponctuelles, je veux dire, sur des points différents, qui vont donc à l'intérieur, au fond, de batailles politiques disparates. Hein, je veux dire, Selwa en a rappelé les différents moments d'intervention, vont à chaque fois au minimum, ils ne font pas que ça, je ne vais pas m'arrêter immédiatement sur ce point, mais une des choses que font les différentes interventions donc, de circonstances peuvent être comprises, hein, je veux dire, à chaque fois, comme édifiant donc un monument à l'ouvrier inconnu. Et je crois qu'à travers ces trois images, hein, je veux dire, le soldat inconnu, l'électeur inconnu et l'ouvrier inconnu, il s'agit en réalité de détermination d'une véritable généralité. Toute manière de se rapporter au temps historique et à l'action politique, toutes les manières d'écrire une histoire, d'écrire des histoires, de se saisir de la question du temps, c'est-à-dire de répondre malgré tout à la question inaugurale, que se passe-t-il? Chaque fois que quand Alain Badiou écrit et que ce qu'il écrit répond directement ou indirectement à une question comme que se passe-t-il, je veux dire, cela engage à travers cette figure du soldat, de l'électeur et de l'ouvrier, je veux dire, des déterminations tout à fait générales. C'est-à-dire que les autres réponses à la question que se passe-t-il, qu'elles le fassent secrètement ou explicitement, qu'elles le fassent même consciemment ou inconsciemment, d'une certaine manière, répondent à la question de ce qui se passe, ou bien en édifiant, hein, je veux dire, éventuellement donc un monument, je veux dire, aux soldats, à l'histoire des pouvoirs, à l'histoire effectivement des monarchies, des États, je veux dire, bon, à l'ensemble, je veux dire, des dominations, je veux dire, qui structurent le monde, ou bien effectivement édifie des monuments à cet électeur, je veux dire, dont on attend, je veux dire, depuis toujours, d'une certaine façon, qu'il ait la moindre influence possible, je veux dire, sur le devenir des sociétés, et nous demeurons éventuellement ou non, d'ailleurs, dans cette attente, mais en tout cas, manifestement, je veux dire, voilà. On sait que de nombreux textes, je veux dire, d'histoire et d'histoire politique ne font rien d'autre que de nous raconter qu'un jour ou l'autre, je veux dire, le corps électoral prendra le pouvoir, quoi, je veux dire. Et le troisième, hein, je veux dire, donc, effectivement, édifie un monument donc, à l'ouvrier. Donc ces déterminants sont très générales. Après avoir mis en avant l'image un peu particulière qu'elles ont, je crois que ce sont des déterminations très générales. Par rapport à ça, je voudrais donc dire encore une deuxième chose, puis poser une question pour ne pas, dans un premier temps, être trop long. Le deuxième moment que j'avais prévu, sur lequel je vais être extrêmement court en réalité, parce qu'il a déjà été évoqué à sa façon par Selwa, et je pense qu'il suffit de poser la question à Alain, il nous dira évidemment s'il a quelque chose de particulier à nous en dire, mais je dirais que le fait de construire une monumentalité, hein,
à l'ouvrier inconnu à travers la série des circonstances nous rend effectivement attentifs, je l'ai été exactement comme Séloy, à qu'est-ce qui s'est écrit finalement ces dernières années sous l'intitulé circonstances. Quel est le genre de ce qu'est circonstance? Ça s'est écrit, ça s'est petit à petit constitué en collection. On voit que la collection dessine une orientation, et donc j'imagine assez simplement qu'au fur et à mesure de les rédiger, Alain Badiou se fait une idée de plus en plus précise, en réalité, de ce qui peut relever de ce geste, je veux dire, d'écrire des circonstances, et que cela vaut peut-être, c'est peut-être un moment comme ça ce matin aussi pour en faire un point. Je veux dire, je suis frappé par rapport à cette vieille demande qui existe. Je veux dire que le philosophe ne s'abstienne pas de penser les questions de son temps et de sa cité. Je veux dire, ça remonterait carrément à l'apologie de Socrate. Finalement des demandes qui sont des demandes plus modernes, plus contemporaines, qui sont les nôtres, qui sont celles qui disent que depuis le J'accuse d'Émile Zola, bien entendu, il est attendu qu'un propos soit tenu sur ce qui se passe précisément, que par rapport à la multitude de styles qui est capable de répondre à cette très ancienne injonction, je veux dire, la voie qu'emprunte circonstance est assez spécifique. C'est une voie qui évidemment évite les schémas les plus simples. Je crois qu'on a une idée négative assez simple de ce qu'il ne faut pas faire. Donc on voit très bien qu'Alain Badiou n'est pas le grand imprécateur ou condamnateur du déclin des temps modernes. Je veux dire, il n'est pas celui qui propose dans ces ouvrages-là, dans ce style d'intervention, ça ne se veut pas une grande interprétation, je veux dire, qui va vouloir mettre en musique la totalité du temps présent. Je veux dire, il s'agit au contraire d'interventions ponctuelles et plurielles, quoi. Il n'y a pas non plus l'idée d'être porte-parole, je veux dire, de mouvement à nouveau, la dissémination, je veux dire, des différents éléments qui à chaque fois font l'objet de l'intervention empêche l'idée qu'il y a en permanence la ponctuation, je veux dire, en tant que porte-parole de ce qui serait un véritable sujet identifié, consistant, cohérent, actif, je veux dire, à l'intérieur de ça. Donc on voit bien tous les modèles qui n'y sont pas. Je veux dire, donc ce qui est beaucoup plus intéressant, ce serait que Badiou puisse nous dire un peu où il situe ce genre d'intervention. Moi je suis frappé par deux points, je veux dire, que je vais proposer éventuellement aux commentaires. Le premier, c'est que ce sont les moments précisément dans des veines assez brechtiennes, je veux dire, où la capacité de l'instrument rationnel est tout à fait soulignée. Je veux dire, tout ce qui est circonstance se présente comme chez Brecht, comme un raisonnement possible. Je veux dire, ça suppose qu'effectivement, il peut être dialectisé, mis à l'épreuve du oui ou du non, mais c'est que c'est un raisonnement, je veux dire, par rapport à une situation qui est possible et qui expose, je veux dire, les instruments, je veux dire, rationnels avec lesquels il opère et qu'il les met à disposition, je veux dire, pour que d'autres éventuellement s'en saisissent. Ça, c'est un trait qui me semble traverser, je veux dire, l'ensemble des textes de circonstances. Le deuxième, qui est plus risqué de ma part et peut-être plus référé directement à celui qui s'appelle le réveil de l'histoire, je ferai l'hypothèse suivante, c'est qu'il s'agit toujours, et donc là c'est déjà une question, je veux dire, que je soumets, mais il s'agirait en particulier ici, et peut-être plus généralement, de quelque chose que je ne sais pas dire autrement que de dire notre relation, la relation qui est la nôtre ou qui peut être la nôtre, sachant que signifie nôtre en l'occurrence, à une situation de l'état du monde et à la situation de pensée qu'elle requiert. Comment devons-nous, je veux dire, nous rapporter rationnellement à quelque chose qui se passe? Et il me semble que c'est... Donc plutôt que de proposer une interprétation, voire une théorie, je veux dire, de ce qui se passe, il s'agit plutôt de renvoyer le regard que nous portons sur les choses qui se passent vers nous-mêmes et qui consiste à nous dire avec quels instruments d'analyse est-ce que vous essayez de vous approprier ce qui a lieu. Donc c'est un peu la critique des armes intellectuelles qui, je crois, est proposée à chaque fois. Alors ça me paraît tout à fait important à souligner
souligner si c'est vrai, hein, je veux dire, mais ça nous en pourrons donc en parler, hein, si jamais c'était vrai, ça me paraîtrait d'autant plus important que dans le réveil de l'histoire, comme vous savez, on fait référence aux révolutions arabes. Je veux dire, à ce magnifique mouvement, hein, je veux dire, tunisien, égyptien et bien entendu au-delà, je veux dire, dont nous avons été effectivement les contemporains, hein, je veux dire, les grands moments comme ça de ce qui peut arriver, que dit très bien le réveil de l'histoire. Et alors, en ce sens, ce texte d'Alain Badiou n'est pas encore, hein, je veux dire, en tout cas, ne revendique pas principalement d'être déjà une théorie de ces mouvements, et donc il y aurait déjà toutes sortes de malentendus, je veux dire, à faire une critique, par exemple, de ce livre qui n'a pas manqué de se faire, ou qui se fait, hein, je veux dire, même si elle ne s'écrit pas publiquement, je veux dire, en disant, mais enfin tout de même, je veux dire, si ce livre se veut une théorie de ces mouvements arabes, je veux dire, il rate vraiment son objet, je veux dire, puisque avec quelles paroles reconstitue-t-il, je veux dire, cette première interprétation des mouvements arabes, il y a bien évocation à un moment donné des slogans que l'on déchiffre sur la place Tahrir, quoi, je veux dire, en langue arabe. Enfin, on voit bien que Alain Badiou ne cite pas les grands politologues, les grands historiens déjà, ou les grandes autorités, je veux dire, de l'histoire arabe. Je veux dire. Bon, donc, voilà, en tant qu'ébauche d'un travail historique à venir, je veux dire, on imagine, je ne vais pas développer, hein, je veux dire, toutes les objections qui sont d'ores et déjà présentes, hein, je veux dire, et que bien entendu ne vont pas manquer de donner lieu et ont déjà donné lieu à des écrits, des articles pour dire ça n'est pas comme ça qu'il faut faire l'histoire des mouvements arabes. Je pense qu'il ne s'agit pas de ça. Il s'agit plutôt de dire quel est notre rapport, hein, je veux dire, le nôtre, hein, je veux dire, à ces événements et non pas vouloir d'ores et déjà, hein, je veux dire, écrire cette histoire. En revanche, nous interroger d'ores et déjà, hein, sur les instruments rationnels avec lesquels nous allons accueillir les événements qui ont eu lieu, qui continuent d'avoir lieu dans le monde arabe, et qui sont les mêmes avec ces mêmes instruments, que nous allons accueillir les livres d'histoire qui vont s'écrire avec les acteurs de cette histoire, avec la mémoire de cette histoire. Des sommes définitives arriveront un jour, bien entendu, je veux dire, sur cette histoire des révolutions arabes, mais d'ores et déjà, je crois qu'un livre comme Circonstance 6, Le réveil de l'histoire, saisit déjà les instruments conceptuels avec lesquels nous saurons nous-mêmes nous situer par rapport à ces sommes quand elles seront effectivement écrites. Pourquoi est-ce que j'insiste sur ce point? C'est pour situer la manière dont je comprends, parce que j'y suis aussi extrêmement sensible, la référence au mouvement de 1848 en Europe, hein, je veux dire, qui est une référence constante de ce livre de réveil de l'histoire, et qui a donné lui aussi, alors immédiatement, lieu au pire malentendu, je veux dire, qui est allé jusqu'à alimenter des critiques dans le monde, sans que immédiatement d'ailleurs Alain Badiou en ait été la cible, mais qui était un sentiment que nous étions fort nombreux à partager, de nous dire, quand ont eu lieu les événements qui ont dégagé Ben Ali et Moubarak, et de voir leur contagion, je veux dire, au monde arabe, et puis les formes qui s'inventaient sur les places et dans la défense des quartiers. Je veux dire, on parle beaucoup des places, mais on défendait les quartiers. Je veux dire, les gens étaient sur des barricades. Je veux dire, bon, donc on a occupé et transformé l'espace des révolutions arabes. Nous avons été très nombreux à nous dire, ça nous rappelle quand même des choses qui ont eu lieu en Europe en 1848. Et évidemment, et aussitôt, je veux dire, nos grands historiens qui ont écrit les grands livres sur 48 sont allés écrire dans le monde pour dire que s'il y a une chose qui était sûre, c'est que ça n'avait rien à voir, mais rigoureusement rien à voir, que c'était de l'anachronisme, de l'européocentrisme. Enfin, bon, c'est même pas la peine de développer, tout le monde sait exactement, bon, l'argumentaire, on le connaît déjà par cœur, quoi. Et c'est le même qui disait, bon, en 1848, qu'il y avait trop de 1793 en 1848, hein, évidemment, c'est ce qui s'écrivait en 1848, de même que, je veux dire, au fond, on dit de 1793 qu'il y avait trop de Rome et trop d'Athènes dedans, quoi. Donc c'est toujours le même argument, hein, je veux dire, qui revenait, et qui est déjà préparé, hein, je veux dire, par rapport aux événements du monde arabe. Et quand donc s'écriront les grands livres d'histoire sur les révolutions arabes, eh bien nous disposerons déjà, d'ores et déjà, et grâce à des ouvrages comme Circonstance 6, nous avons déjà un lieu dans lequel nous pourrons tenir notre écart par rapport à ces histoires qui vont s'écrire. Parce qu'aujourd'hui encore, par rapport aux grands livres sur 1848,
Heureusement, je veux dire, nous avons encore les textes de Proudhon, les textes de Blanqui, les textes de Marx, avec lesquels nous résistons, je veux dire, à ce grand discours qui unifie, je veux dire, ce qui se serait passé en Europe en 1848. Et donc, c'est la capacité de penser avec 48. Et je trouve que c'est ça qui a été saisi. Ce n'est pas déjà l'histoire de la révolution arabe, c'est de nous dire, vous pouvez déjà penser avec les instruments de 48, je veux dire, ce qui en l'occurrence là, aura lieu, quoi. C'est, au fond, c'est ce que je vais dire dans un premier temps. Je souhaiterais ensuite, si ça revient, que nous revenions quand même sur cette dialecticité hégélienne qui nous conduit, malgré tout, de l'émeute immédiate. Tu imagines à quel point j'ai du mal avec ce que tu as écrit sur l'émeute immédiate, jusqu'à l'émeute historique, mais bon, je crois que c'est une bonne idée de m'arrêter maintenant et je passe à moi. Écoute, je te remercie grandement, parce que c'était tout de même, sur ce livre, quelque chose que j'entends, en un certain sens pour la première fois quand même, quelque chose qui se donne à la fois dans une tentative d'en extraire ce qu'il a de singulier, ce qu'il propose, au fond, ce qu'il tente d'opérer, et puis une série de ponctuations qui sont véritablement significative. Donc, un grand merci, vraiment. Subjectif. Alors, je veux reprendre quelques points un peu dispersés dans ce que tu as dit et qui constitueront un peu des entrées pour une discussion. La poésie, d'abord. Tu as commencé par là, je vais commencer aussi par la poésie. Alors, la poésie, je crois que de manière générale, c'est un instrument d'interruption du discours commun. C'est un instrument d'interruption, il y a une fonction d'interruption dans la langue dont seule en réalité la poésie, la grande poésie est capable. Et la méditation sur la poésie a toujours été très importante pour moi parce que c'est quand même un exemple d'un phénomène d'interruption immanent. C'est-à-dire, rien n'est plus dans la langue, après tout, que la poésie. La poésie, c'est même quelque chose qui explore ce dont la langue est capable, et dont on ne la savait pas capable, en réalité, avant qu'il y ait le poème. Le poème, c'est la révélation de se dire, la langue est capable de ça, franchement, on ne le savait pas. Cette fonction d'interruption immanente, elle a pour moi une signification très générale. Et que la poésie, qui est dans la langue, une interruption de la langue circulante, d'après tout comme un modèle particulièrement intense et déterminé, après tout, par exemple, de ce que je cherche à dire sur les émeutes. C'est-à-dire, en quel sens les émeutes sont-elles des interruptions flagrantes du cours ordinaire des choses? L'Égypte, pendant quelques mois, est absolument interrompue, d'une certaine manière, par rapport à ce qu'elle était et prétendait être. Et comment cette interruption est-elle cependant interne à ce dont il s'agit dans ce pays? Ces gens, ce sont les mêmes. Alors c'est vrai que je me sers de la poésie pour conclure. Je l'instrumente, à vrai dire, la poésie, de façon cynique. Je capture sa puissance à mon service, finalement, dans cette fonction-là, qu'elle illustre de façon saisissante, qui est la capacité d'interrompre la langue de l'intérieur de la langue elle-même. Vous voyez, c'est ça, c'est que dans la poésie, la langue est interrompue, non pas par autre chose, mais elle est interrompue par sa propre puissance. Or, à vrai dire, je pense que l'histoire dont il s'agit ici, alors je reviendrai sur petite tâche, grande tâche, l'histoire dont il s'agit ici, je tente de la saisir un peu de la même façon. C'est-à-dire, réveil de l'histoire, ça veut dire quand même que la capacité active des peuples, certains peuples, une fraction des peuples, ne discutons pas pour l'instant sociologique, la capacité active des peuples interrompt un régime de domination ou de passivité, mais de l'intérieur de l'existence du peuple lui-même. Ça ne vient pas non plus, ça n'est pas non plus quelque chose qui vient du dehors, qui a été parachuté. Donc de même que le poème interrompt la langue ordinaire, ce que Mallarmé appelait l'universel reportage, voilà, le poème interrompt l'universel reportage par la puissance de la langue, dont on ne la savait pas capable,
De même, le soulèvement d'un peuple est quelque chose qui interrompt son existence humiliée et opprimée ordinaire, son existence aveugle, non pas parce que une occurrence céleste, un agent étranger est arrivé, mais en réalité par sa propre puissance, en se rassemblant, et puissance dont, à vrai dire, on ne le savait pas capable, et dont les gens eux-mêmes ne se savaient pas capables. On sait très bien que c'est à la propre surprise des émeutiers que se développe une émeute. Ils sont eux-mêmes transformés, stupéfaits, et deviennent autres qu'ils ne sont à l'intérieur, malgré tout. Ça, c'était pour dire que, de ce point de vue-là, la poésie est une matrice extrêmement saisissante de ce point. Et je termine en disant que Brecht et Char, ils ont une position emblématique pour des raisons différentes. C'est-à-dire que Brecht, enfin, tu l'as dit très bien, Brecht, en effet, le premier écart, c'est la première poésie révolutionnaire consciente d'être cela, et dans un temps où elle peut parler de la victoire et de la défaite de façon poétiquement mesurée. Quant à Char, Char, c'est en France le grand poète de la résistance. Voilà. C'est quand même, alors résistance, qui est un mot qui circule beaucoup, sur lequel on va peut-être en revenir d'ailleurs, parce que c'est un mot équivoque à mon avis, mais résistance, si quelqu'un étant poétiquement porteur de résistance, je pense que malgré tout, Feuillet d'hypnose demeure le texte le plus concentré, le plus pensé, à vrai dire, sur ce qu'a été alors la résistance avec un grand R, la résistance pendant la guerre, la résistance anti-nazie en France. Moi, ce que je voulais redire sur la poésie, il y a quelque chose d'événementiel dans le poème. C'est ce que je voudrais souligner. Il y a quelque chose comme un événement dans la langue. Et c'est pour ça que je suis fasciné par la poésie, dans la mesure où, après tout, elle pourrait être, dans ce cas, une espèce de modèle esthétique de ce que c'est qu'une vérité en général. À propos de ce que tu as dit sur l'histoire. Oui, alors, histoire qu'un grand H, histoire qu'un petit H. Effectivement, l'histoire, ça circule entre ce qui se passe, la question, qu'est-ce qui se passe, voilà, et puis l'idée du grand récit, pour reprendre l'expression de Lyotard. Ça circule entre les deux, de façon un peu énigmatique, effectivement. L'histoire, ça peut être comme la chronique ou le regard jeté sur ce qui se passe, ça peut être aussi comment on va disposer les choses à l'intérieur d'opérateurs qui font que l'histoire est aussi et en même temps l'histoire du concept de l'histoire. La formule de Hegel, l'histoire du monde est aussi et en même temps, dit Hegel, le tribunal du monde. L'histoire du monde est aussi et en même temps le tribunal du monde. Alors, l'histoire avec un grand H, c'est l'histoire qui a comparu devant son propre tribunal. C'est ça, l'histoire avec un grand H, c'est celle qui non seulement l'histoire du monde, mais qui est aussi et en même temps le tribunal de ce qu'elle est, le tribunal de ce qui advient. Et alors, effectivement, dès qu'on parle du ce qui arrive, qu'on le veuille ou non, il y a un élément hegelien, ça, je crois, qui est irrépressible et qui ne peut être que combattu de l'intérieur, mais qui n'est jamais inexistant, parce que parler de ce qui se passe, eh bien, qu'on le veuille ou non, c'est quand même le faire comparaître. Même si c'est simplement pour dire « bravo, c'est très bien » ou « j'aime pas du tout ça », on la fait comparaître. Et même si c'est pour tenter d'expliquer ce que c'est une comparution. Donc le regard jeté sur ce qui se passe, et le fait de décider d'en parler, n'échappe pas quand même, ne peut pas échapper à cette idée hegelienne qu'il y a toujours un moment où l'histoire, c'est aussi le tribunal de ce qui se passe, et pas uniquement le ce qui se passe. Alors, je reviendrai à propos des genres de 50 ans, je reviendrai sur ce point, mais je voulais dire que c'est vrai ce que tu dis. Alors, à propos du triplet et sur l'émeute, dès qu'on découpe une catégorie en trois, le spectre hegelien surgit, la triplicité. Alors là, il se trouve que je distingue trois types d'émeutes. Alors, effectivement, je suis immédiatement suspect de dialectisation arbitraire, puisque j'en ai trouvé trois.
Généralement, d'ailleurs, dans les découpages que je fais, je cherche toujours à donner 4 rubriques. C'est exceptionnel que peut-être par une défense prémonitoire, au fait que si c'est 4, on ne dira pas tout de suite, voilà, c'est le triplet. Et comme je l'ai remarqué souvent moi-même, en réalité, quand on lit la fin de la logique de Hegel, il déclare explicitement qu'en réalité, le vrai nombre, c'est pas 3, c'est 4. Donc, c'est très difficile d'y dire. Alors, ce que je voulais dire, c'est que je rappelle très brièvement les choses pour ceux qui n'ont pas lu. J'appelle émeute immédiate le soulèvement d'une fraction de la population dans son propre lieu et dans un rapport de violence et de négation éventuelle qui ne prétend pas avoir le pouvoir de se saisir de l'espace social tout entier ou d'alliés extérieurs, quelque chose comme ça. Elle est immédiate au sens où spatialement, temporellement, subjectivement, elle est comme un dépli d'elle-même, mais là où elle est. Et je prends comme exemple, d'ailleurs, là, à propos contemporain aussi, qui est celui des grandes révoltes des jeunes, de la jeunesse populaire de la région londonienne en Angleterre. Révolte d'extrême amplitude, on va dire, d'une extrême rigueur, d'une extrême intensité, et dont la répression a été d'une férocité typique d'aujourd'hui, parce qu'on ne tue pas les gens, mais la répression met en place des dispositions nouvelles et paradigmatiques, et qui vont se répandre, qui fonctionnent comme des modèles. Alors ça, c'est l'émeute immédiate. Alors, évidemment, quand tu dis que ça te pose des problèmes, c'est que tu penses que là, l'aspect tribunal est quand même présent, puisque, en tant que je l'appelle immédiate, alors ça veut dire que, justement, elle n'est pas vraiment développée, qu'elle est inconsciente, elle est un peu nihiliste. C'est vrai, mais ça, c'est quand même... J'essaie d'être très près de catégorisation objective, malgré tout, et d'autre part, le jugement est absolument retenu, parce que quand je dis qu'elle est immédiate et qu'elle a des caractéristiques qu'on dit, ce n'est pas du tout pour me mettre de l'autre côté. C'est au contraire pour dire, un peu dans une position qui rappelle, ça aussi, je reviendrai à la position de Marx par rapport à la Commune de Paris, c'est-à-dire, c'est une position du genre, quand on fait comme ça, on va dans le mur quand même, et on paye très cher, y compris tous ces jeunes gens, ont payé très cher, et continuent à payer très cher. On a filé des années de prison à des gens qui avaient remué une bouteille. Il faut voir ce que c'est Cameron, en Angleterre. Et donc, ils vont payer très cher, ils vont payer trop cher pour avoir exprimé ce qu'ils ont fait. Mais moi, d'un certain point de vue, je suis entièrement de leur côté. Quand l'émeute latente, c'est une émeute qui aurait pu avoir lieu. On pourrait l'appeler virtuelle aussi. Pour les Deleuziens qui sont ici, je dis pour émeute virtuelle. C'est-à-dire c'est une émeute retenue, un type de soulèvement qui aurait été possible, mais dont on a perçu des symptômes, des indices, mais qui restait retenu en lui-même. Et ça, je pense que l'exemple que je donne, c'est en fait le mouvement sur les retraites en France. Sous-estimé, à mon avis, par tout le monde. Sous-estimé parce que, dans son apparence extérieure et finale, ça a été un déploiement classique, syndicalisé avec de grands défilés, et qui a été en plus un échec tactique. Il n'a absolument pas arrêté le processus programmatique de la loi sur les retraites. Mais si on le regarde plus finement, on voit qu'il y a eu des symptômes locaux de tout à fait autre chose, qui était l'idée qu'on avait là une ressource politique du mouvement, que son amplitude pouvait créer des embarras véritables et graves au gouvernement, si s'il le plaît. Il y a eu des tentatives et d'occupation et de grève par délégation, c'est-à-dire faire la grève localement par d'autres que par soi-même, parce que c'est ça. Et toutes ces inventions qui n'ont pas été synthétisées, qui n'ont pas été déployées, n'en étaient pas moins réelles.
Et je pense qu'une partie des gens était dans une subjectivité réellement combattante qui a été contenue. Contenue, à vrai dire, à la fois par une bonne partie des organisateurs syndicaux de la chose. Et pourquoi? Parce qu'ils étaient dans la stratégie qu'en fin de compte, dans l'espace où on se trouvait, il fallait attendre les élections. Il fallait attendre que la noble gauche arrive au pouvoir. C'est pour ça que j'appelais ça une émeute à l'attente. Et là aussi, c'est une catégorie descriptive qui ne s'enchaîne pas du tout avec l'émeute immédiate. Il n'y a pas d'enchaînement hegelien. L'émeute latente n'est pas du tout ni la négativité de l'émeute immédiate, ni rien. C'est une disposition disjointe. Donc le problème dialectique est plutôt celui du rapport entre émeute immédiate et émeute historique, à vrai dire. C'est là que c'est un vrai problème. Parce que l'émeute historique, moi je reviens aussi sur ce point, l'émeute historique, dont effectivement alors les révolutions arabes donnaient les exemples les plus forts, les plus déployés, c'est le moment, malgré tout, où quelque chose comme une universalisation concrète de l'espace révolté se produit, est tangible. D'ailleurs, où les gens ne restent pas confinés dans l'espace propre de leur lieu, de leurs intérêts et de leur négativité propre, mais où se construit un lieu politique nouveau, antérieurement inexistant, à vrai dire, qui est occupé, défendu, organisé par des forces, par des composantes sociales diversifiées, qui entrent en relation les unes avec les autres, ce qui n'était pas forcément le cas avant, qui se protègent les unes les autres, et qui surmontent, ou tentent de surmonter, c'est toujours un problème, mais qui surmontent ou tentent de surmonter les limitations identitaires internes au lieu lui-même. L'exemple canonique connu de tous, c'est comment va se traiter à l'intérieur du mouvement la relation entre les chrétiens et les musulmans, comment va se traiter la relation entre les jeunes d'origine populaire, chargés en partie d'un certain nombre de questions semi-militaires, comme de défendre le lieu, se bagarrer contre la police, etc., fonctions qui sont nécessaires dans ce type de circonstances, et puis d'autres composantes du mouvement, plus sensibles à la nécessité de ne pas être violent, qui sont là, mais dans une détermination pacifique, etc. Et j'appelle l'émeute historique le fait que pendant un temps, il y a une capacité réelle du lieu politique constitué à déployer une résolution, en réalité, de ces thèmes, c'est-à-dire, pour employer un langage canonique, de traiter, d'inventer des traitements du système des contradictions au sein du peuple. Voilà. Et donc, alors, c'est pour ça que ce mouvement peut être localement victorieux, naturellement. Contrairement, naturellement, aux émeutes immédiates, qui ne le sont jamais, en vérité, et qui, même en général, se heurtent à un consensus négatif très, 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 très fort. Alors, l'émeute historique, elle non plus, n'est pas une transformation dialectique de l'émeute immédiate, bien que son point de départ soit en général une émeute immédiate. Mais que ce point de départ se déploie ou se généralise n'est pas, à mon avis, contenu dans le dépassement automatique, historique de l'émeute immédiate. Donc, en réalité, je pense avoir proposé plutôt une taxinomie descriptive qu'un processus dialectique. Est-ce que je peux revenir là-dessus, justement, s'il vous plaît? Parce que, bien sûr. En fait, justement, moi, ce que je pense que ça vous obligera peut-être à revenir sur la série des circonstances. Et c'est sur quoi... Bien sûr, je compte bien y venir. Voilà. Et en fait, parce qu'en vous lisant, vous voyez, quand on lit par exemple ce réveil de l'histoire, et on peut se demander effectivement si l'émeute et le monde arabe tirent l'Europe et l'Occident de leur sommeil historique, j'ai trouvé, ce qui m'a énormément frappé, c'est le fait que il m'a semblé qu'en fait, pour moi le texte, c'est un texte qui est jubilatoire, et que c'est une espèce de philosophie romanesque. Voilà, je dirais les choses comme ça, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui m'a énormément frappé, c'est qu'en général, pour distinguer la philosophie de la littérature, on dit voilà, à la littérature, la description et la narration, et à la philosophie, l'analyse.
Mais en réalité, dans ce texte, je ne vais pas me prononcer sur les autres textes puisque nous réfléchissons sur celui-ci, c'est que en réalité, je trouve que vous avez justement déporté en fait ce qu'on attendait de la philosophie, c'est-à-dire l'analyse et notamment le jugement, parce que la philosophie c'est toujours une analyse, c'est pour ça qu'il était question à mon sens aussi du tribunal de l'histoire, etc. C'est que vous avez déporté donc ce qui était du côté de l'analyse et donc du jugement, du côté de la description et de la narration. Alors du coup, ça donne que, de mon point de vue bien sûr, que votre texte, dont je dirais qu'il a 3 caractéristiques, c'est qu'il est affirmatif, actif et dynamique, il se présente en fait comme une espèce d'acting philosophique, c'est-à-dire une espèce de processus philosophique, et que ce processus philosophique, puisque vous avez fait référence à Mallarmé, l'universel reportage, ce processus philosophique, il vise précisément de façon immanente à interrompre ce que j'appellerais l'universel marchandage. Et donc, c'est la forme de ce texte, si vous voulez, qui m'a énormément frappée. Voilà, j'aimerais que vous reveniez sur cette façon d'écrire. Voilà, alors il m'a fallu traiter la question de la poésie, vous me proposez de traiter celle du roman maintenant. Vous avez tout à fait raison. Peut-être qu'en définitive, la nature de la prose philosophique telle que je la conçois, c'est-à-dire la nature d'une prose philosophique qui, au fond, doit autant que faire se peut éviter la stricte forme du traité. Voilà. Dans ce cas, elle va avoir recours effectivement aux interruptions et aux brutalités langagières de la poésie, mais aussi, évidemment, elle va raconter. C'est vrai que le raconter, dans mon œuvre, même les plus abstraits, dans Logique des mondes, il y a beaucoup de choses qui sont racontées. Je vous entends bien. Et ça nous engage, je crois, dans la grande question, la dernière grande question. Ça communique. Finalement, de quoi s'agit-il dans ces circonstances ? Quel est le geste proposé et quel est le but attendu ? Voilà. Parce que c'est clair que le but attendu n'est pas de proposer ou d'amorcer une grande analyse historique de ce qui s'est passé dans le monde arabe. Ça, je ne vais pas redire ce que tu as dit, c'est très exact. Et je suis tout à fait sensible à la possibilité qu'on objecte en disant mais en réalité, si on regarde les choses de près, dans leur devenir concret, dans leur histoire anthropologique, etc., il y a bien d'autres choses à dire, bien d'autres particularités à ajouter, etc. Alors, je voudrais partir d'un point, alors là, absolument conceptuel et interne alors à ma proposition philosophique la plus générale. Je soutiens un point clé pour moi, je soutiens que l'activité humaine est capable de vérité. Elle est capable de vérité. C'est-à-dire que parmi les innombrables choses que crée l'humanité, pour sa survie, pour son divertissement, pour son autodestruction, dans tout cela, dans ce champ incessant de l'activité humaine, qui est quand même l'activité d'une gigantesque fourmilière compliquée, il y a des réalités absolument singulières, que j'appelle des vérités, qui font partie de cette production générale de l'humanité, mais qui s'en distinguent par des traits particuliers. Et ces traits sont que ces vérités qui sont créées dans des conditions particulières, comme n'importe quelle création, qui sont créées là, dans un tel lieu, à un tel moment, dans telle langue, néanmoins outrepassent les limites de cette particularité. C'est-à-dire, les vérités, c'est des choses fabriquées avec des matériaux particuliers, mais qui, dans leur agencement terminal et dans leur puissance effective, outrepassent cette particularité qui, cependant, en même temps, est en eux de manière irréductible. Là encore, un exemple extrêmement simple est celui d'un poème. Un poème est, plus que n'importe quoi d'autre, écrit dans une langue particulière. Et il est même l'exploration des ressources de cette langue particulière.
Néanmoins, la grande poésie a une puissance universelle, absolument reconnue. C'est évident qu'il y a quelque chose dans Hölderlin, il y a quelque chose dans Sophocle, il y a quelque chose dans cette grande poésie qui, au-delà même des embarras de la traduction, est identifiable comme n'étant pas réductible anthropologiquement à son sol de constitution. Et cette universalité, là, est prise comme une universalité horizontale, égalitaire. Elle ne dessine pas de hiérarchie entre les zones de production, etc. Au contraire, puisqu'elle s'élève en quelque manière au-dessus de la particularité qui cependant la constitue. Alors, il est évident du coup que si vous avez le sentiment, revenons au livre, si vous avez le sentiment que se passe quelque part, dans une zone du monde, une région du monde, une série de phénomènes qui vous paraissent avoir cette destination-là, en un sens stratégique. Il y a des phénomènes qui, pour des raisons sur lesquelles il va falloir s'expliquer, c'est bien ça que tu dis, pour des raisons pour lesquelles il va falloir s'expliquer, il se passe là quelque chose dont il vous semble que le destin est de conquérir, justement, ou de manifester ce genre d'universalité. Pour le philosophe, une intervention va être de délivrer, de propager cette conviction que là, alors ça peut être le surgissement d'une nouvelle école artistique, ça peut être le sentiment que j'ai devant une peinture, voilà, ça n'est pas du tout nécessairement politique, hein, comprenez-le bien, ça peut être la découverte d'une théorie scientifique, mais ça peut être aussi précisément quelque chose qui est dans la figure de l'événement collectif de type politique, historico-politique, et si vous avez le sentiment que là est en jeu quelque chose qui est en promesse d'universalité ou en devenir d'universalité, c'est un peu le devoir du philosophe, à mon avis, d'intervenir pour le dire de là où il se trouve. Et de là où il se trouve, ce n'est pas la même chose s'il est dedans, s'il n'est pas dedans, s'il est ailleurs, ou même si c'est un événement du passé auquel il redonne un élan. Et alors, les circonstances, c'est ça. Les circonstances, c'est ça. C'est-à-dire, c'est une intervention qui, du point où je me situe, tente de délivrer dans des choses qui se passent l'élément d'universalité, positivement ou négativement. Il y a l'élément d'universalité dont ce qui se passe est porteur, ou aussi, dans certains cas, l'élément d'universalité dont ce qui se passe est la blessure, ou le péril, ou la menace. Voilà. Il y a aussi une pédagogie négative. Alors, je crois que Circonstance 6 a cette particularité très, très, très forte d'être le moment où cette intervention porte, à mes yeux, explicitement sur une promesse positive d'universalité. Ce n'est pas du tout la même chose que d'autres circonstances. Si je prends position sur l'Irak, la guerre en Irak, si je prends position sur l'élection de Sarkozy, si je prends position sur les glorieuses promesses électorales qui sont les nôtres aujourd'hui, circonstance 7, je ne suis pas dans le registre d'une promesse d'universalité positive. Je ne pense pas que telle soit, par exemple, la figure de Hollande. Je ne pense pas que Hollande s'avance dans la figure d'un réveil de l'histoire française. On peut le penser, moi je ne le pense pas. Donc je dirai les raisons pour lesquelles je ne le pense pas. Et par contre, il est certain que j'ai été saisi au moment des révoltes arabes par la conviction c'est ce que dit le titre, d'un réveil de quoi ? Eh bien, de la capacité dont je parlais au tout début, de la capacité humaine dans l'ensemble des fabrications, actions, mobilisations qui sont les siennes, de tracer quelque chose qui va excéder, en quelque manière, la limitation initiale du processus. Autrement dit, je me suis immédiatement mis dans la situation de celui
qui entend, et ça, c'est important ce moment-là, qui entend en réalité d'être l'élève de ce qui se passe, pas le professeur de ce qui se passe. Je n'avais aucune idée tactique ou stratégique sur les révolutions arabes. Et ça, c'est le côté romanesque. C'est ça. C'est le côté romanesque. Je suis l'élève, et donc je dois d'abord décrire, raconter pourquoi je me sens être l'élève de ce qui se passe, attendant de savoir si cette promesse un peu indistincte au départ, que j'entends là-dedans, va être réalisée, pas réalisée, contredite, détournée, etc., à l'école de ce qui se passe dans une temporalité très, très serrée, finalement. Et alors, quand vous êtes comme ça, vous avez à la fois les éléments de particularité, très, très importants, puisque une création de vérité est une création toujours située, particulière, donc c'est effectivement dans le monde arabe, et puis vous pouvez pointer ou tenter de dégager aussi là-dedans ce qui, du point de vue même des acteurs d'ailleurs, outrepasse cette particularité. Parce que les acteurs, manifestement, ont absolument la conviction qu'ils font quelque chose qui est historique. Justement, c'est-à-dire que c'est là-dessus que si vous me permettez tous les deux, je voudrais prolonger cette conversation. C'est le fait que les acteurs, ils ont conscience d'être des personnages historiques. Alors, moi, ce qui m'intéressait, pourquoi est-ce que j'évoque la notion de personnage? Parce qu'un personnage, c'est n'importe qui. Alors moi, je suis très sensible dans votre pensée au fait que ce que vous nommez communisme, ce n'est pas un humanisme, et c'est un universalisme. Et que, en fait, au lieu d'être sur un plan ontologique, vous êtes toujours sur un plan logique. C'est la raison pour laquelle, à mon sens aussi, vous parlez des existants et des inexistants. Alors moi, je dis, parce que ça fait écho évidemment à des choses, si je peux me permettre, c'est-à-dire que moi, je suis toujours frappée par le fait que ceux qui défendent le plus l'identité, ce sont ceux qui se considèrent eux-mêmes comme transparents, mais pour lesquels il y a des inexistants. Vous voyez ? Donc, en fait, voilà, c'est sur cela, cette question de l'universalisme et de l'identité versus généricité, si vous voulez bien. Parce que, et alors c'est lié, à mon sens, excusez-moi, au personnage du philosophe de rue. Oui, bien sûr, bien sûr. Sur lequel j'aimerais que vous puissiez un peu bien développer. Sûr. C'est-à-dire que une fois que vous êtes dans la position qui vous rapporte à la situation comme une situation qui va une fois de plus dire là de quoi en réalité l'humanité est capable. De quoi elle est capable au-delà de la limitation singulière de ses intérêts, de ses problèmes, etc. Et à travers en même temps cette singularité de ses problèmes. C'est le matériau, c'est la réalité. De quoi elle est capable. Alors, vous êtes là à l'affût de dire, voilà, cette capacité que, au fond, le monde entier nous déclare depuis des décennies, morte, absente, non nécessaire, nuisible même. À quoi bon se soulever, mieux vaut travailler dur, rationaliser la finance, réduire les impôts, voilà. Se soulever, franchement, c'est du gaspillage. Et alors, ce gaspillage fécond, qui est toute vérité est un gaspillage fécond, c'est un gaspillage créateur, un gaspillage de la langue, un gaspillage des ressources de la peinture, un gaspillage. Ce gaspillage fécond du temps, là, cette volonté de dire il n'est pas vrai que le temps c'est de l'argent, pour reprendre le proverbe. Le temps c'est peut-être autre chose que de l'argent. La preuve, c'est ce que n'importe quelle grande grève met à l'ordre du jour, on le sait bien. Il n'y a pas de soulèvement populaire sans interruption brutale de l'idée le temps c'est de l'argent. Et les gens le prennent sur eux, ça. Les gens le prennent sur eux, parce que très souvent, au bout d'un certain temps, des fois, ils n'en ont plus de l'argent. Dans ce temps créateur et gaspillé. Ils ont gaspillé leur temps, mais ils l'ont gaspillé pourquoi ?
Mais il le gaspille, disons, il le gaspille pour l'émancipation. Voilà, c'est comme ça. Il le gaspille pour quelque chose de plus important, malgré tout, que la particularité survivante, et ils le savent parfaitement. Et ils sont dans l'immense joie de cela. C'est pour ça que c'est romanesque aussi. Ils sont dans l'immense joie de cela. C'est quand même fondamental. Quand on voit ces gens, Place Tahrir, etc., ils sont dans une espèce de joie incommensurable. Ils se souviendront de ça toute leur vie, quoi qu'il arrive, même si ça échoue, même si c'est réprimé, même si c'est détourné, même si ça devient tellement compliqué. Mais il y aura eu cela. Vous le dites, d'ailleurs, c'est juste une incise, hein, en reprenant le propos d'une de ces personnes qui disait avant nous regardions la télévision, maintenant c'est la télévision qui nous regarde. Oui, bien sûr. Beaucoup des mots d'ordre sont des mots d'ordre concernant directement la conviction de n'importe qui d'être sur la scène de l'histoire, d'être regardé comme quelqu'un qui est sur la scène de l'histoire. Et alors, la circonstance, de ce point de vue, du point de vue du philosophe, c'est de témoigner de tout cela. Et au fond, la grande question, c'est à ce moment-là de se dire, voilà des gens qui sont en train de nous rappeler, dans des modalités inventives et neuves, de quoi, à certains moments, une région entière de l'humanité est capable, au nom de tous. Parce que, finalement, on pourrait dire aussi, nous sommes tous des Égyptiens. Dans ce moment-là, c'est quand même comme ça que ça se passe. Tout le monde s'intéresse à ça, tout le monde regarde, tout le monde se passionne. Personne ne peut être contre. On remarque d'ailleurs, c'est très frappant, une remarque que j'ai faite, c'est interdit d'être contre. Même les pires crapules qui secrètement souhaitent décrabouiller tout ça le plus vite possible sont obligés de faire bonne figure en public et de dire la démocratie, la liberté, etc., etc. En mentant comme des arracheurs de dents sur leurs convictions profondes. Et ça, c'est la puissance que je salue aussi, la puissance de la création de vérité. Sur le moment même, dans l'intensité de son surgissement, personne ne peut se lever en disant, comme on a vu à propos de la Tunisie, il n'y a que Ali Omari qui a eu ce courage grandiose de dire, oh ben non, tout compte fait, moi je suis plutôt pour Ben Ali. Ce que tous ses collègues pensaient, bien évidemment, ils étaient tous catastrophés. Mais ils souriaient comme ça, parce que là, quelque chose d'absolument universel est en jeu. Et quelqu'un qui déclarerait dans la phase initiale que le soulèvement égyptien ou tunisien c'est une chose abominable et qu'il faut tirer dedans, il ne serait pas reconnu comme appartenant à l'humanité. C'est ça qui se passe pendant un bref moment. Hein. Il ne serait pas reconnu comme appartenant à l'humanité. Vous allez déclarer que vous appartenez à l'humanité, vous êtes obligé de saluer cette chose-là, tout simplement parce qu'en effet, elle est une création, elle atteste ce dont l'humanité est capable, à un moment donné, dans des circonstances déterminées, qui va au-delà de ses intérêts, de ses particularités, qui surmonte les identités, tout en travaillant à l'intérieur d'elle-même, parce qu'il n'y a pas moyen de... Et alors, à ce moment-là, quand on est dans cette position-là, c'est ça l'enjeu du livre, en réalité, c'est de se dire, mais nous, intellectuels français, voilà. De quoi sommes-nous capables au regard de cette capacité neuve qui est affirmée là-bas? De quoi sommes-nous capables? Excusez-moi, non mais parce qu'effectivement, c'est pas du tout un effet de miroir, c'est un effet de renvoi. Exactement. C'est exactement ça, c'est un effet de renvoi. Nous devons aussi témoigner de quoi nous sommes capables et surtout, au regard de ce qui se passe, réexaminer notre capacité propre, redire en quel sens les problèmes là soulevés sont aussi les nôtres et de quoi nous sommes capables. C'est pour ça que là je suis tout à fait d'accord avec toi quand tu dis finalement il s'agit d'attester de qu'est-ce que c'est qu'une relation affirmative, on reprend d'autres mots, affirmative et dynamique, je suis tout à fait d'accord. Mais qu'est-ce que c'est qu'une affirmation affirmative et dynamique au regard de ce qui est en train de se passer, qui non seulement soit rationnelle, c'est une exigence évidemment philosophique indépassable, mais qui enrichisse la rationalité. Parce que si ce qui se passe dans le monde arabe a une potentialité universelle, c'est aussi nécessairement que ça dit quelque chose de nouveau sur
les possibilités de la rationalité politique contemporaine, soit négativement, en critiquant telle ou telle chose, soit positivement, en proposant telle ou telle innovation, etc., etc. Et que, en effet, la totalité du monde dit, du monde nommé conventionnellement le monde arabe, s'érige en instructeur de l'humanité tout entière, circonstanciellement, justement, non pas du tout seulement sur il se soulève, il s'émancipe, c'est très bien, voilà, mais en transformant aussi la rationalité de tout cela, en inventant des figures nouvelles de la rationalité. Et c'est pour ça que je lutte aussi, en même temps, contre cette terrible arrogance occidentale, donnons-lui son nom, qui consiste à dire que nous savons déjà ce qu'ils veulent, à savoir ce que nous avons fait nous. C'est quand même ça. Ils veulent être comme nous. Ils veulent notre démocratie, ils veulent notre... Et donc, si on regarde bien, c'est une parfaite négation du caractère créateur du mouvement. C'est l'idée, en réalité, ce ne sont que des retardataires. C'est donc un jugement qui se maintient entièrement à l'intérieur de la bénévolence coloniale, en dépit du fait qu'on est pour, etc. Et quand vous êtes pour, mais que des gens, dans des conditions tout de même extrêmement difficiles, se soulèvent, inventent des nouvelles procédures de construction d'un lieu politique dans des endroits où ça semblait tout à fait impossible, rappellent à échelle que ce genre de processus peut exister à une échelle géographique et historique immense. Après, il y a eu des manifestations dans la totalité du monde arabe, soulèvent des interrogations politiques entièrement neuves dans les circonstances un peu abaissées, un peu ternes qui sont les nôtres. C'est quand même un peu fort de leur dire « Bravo, mes amis, vous êtes sur la route qui mène à nous ». Ce qui a été quand même ce qui se disait de façon dominante partout, sous le nom quand même, en l'occurrence absolument faible et inconsistant, de démocratie. Parce que démocratie, il fallait d'abord reconnaître que la place Tahrir elle-même était démocratique, avant de dire il faut faire comme nous, alors vite, allez-y, faites des élections, etc. En plus, quand les élections viennent, on voit que c'est un peu compliqué. C'est pas tout à fait un reflet exact du mouvement, un peu autre chose. C'est peut-être même une forme de son asphyxie, enfin, on ne sait pas, c'est compliqué. C'est une autre discussion. Le livre est écrit avant les élections. Il annonce quand même que s'il y a les élections, ce sera plutôt quelque chose où le mouvement va perdre de sa couleur que la réalisation du mouvement lui-même. Et donc, si on n'est pas comme ça, si on n'est pas celui qui donne la leçon extérieure, typiquement occidentale, de dire « Bravo, mes chers Arabes, vous avez enfin compris qu'il faut être comme nous », c'est-à-dire une leçon coloniale de toujours, si c'est pas comme ça, eh bien, il faut parler autrement. Il faut parler autrement, c'est-à-dire essayer de dégager l'universalité novatrice qu'il y a là-dedans. Et là, on peut se servir des instruments de quoi? Des instruments de... En effet, l'histoire des expériences d'émancipation universelle peut servir. Elle est disponible, elle est comme ça. C'est que le rapprochement avec 1848 consiste pas du tout à dire les Arabes ne font que répéter ce que les Européens ont fait il y a un siècle et demi, c'est tout le contraire. Ça consiste à utiliser ce qu'on sait, ce qu'on a appris, y compris des négations et des impasses de la révolution de 48, dire voilà, on est dans un moment où le capitalisme s'est reconstitué, retransformé, où il est hégémonique, où il est triomphant, dominant, etc. Voilà une région entière de l'humanité qui se soulève contre ça, sous sa forme à elle. Eh bien, réfléchissons, ne gâchons pas cette occasion de nous instruire sur les chemins contemporains de l'universel. C'est ça le but. Je veux juste te rappeler quelque chose quand même pour 1848. C'est qu'il a quand même fallu 1848 pour abolir l'esclavage. Donc, c'est pas rien. Non, absolument. Puis il a fallu 48 pour que Marx écrive le manifeste. Enfin, il a fallu. C'est une période dont. C'est une période, aucune des révolutions de 48 n'a triomphé tactiquement, mais stratégiquement, ça a été un élan redonné sur lequel nous vivons encore par beaucoup de côtés. Alors, pour terminer sur la question du style, de la nature, malgré tout, là aussi, je pense que tout ça est assez proche
au fond, si vous prenez une comparaison malgré tout écrasante, mais je la prends pour éclairer, c'est un peu comme les grands textes d'intervention de Marx, après tout. La lutte des classes en France, la guerre civile en France. C'est des textes qui tentent de capturer, de saisir la nouveauté universelle d'expérience historique et de dire à quoi tout cela sert en effet l'humanité tout entière du point de vue de la logique de l'émancipation. La logique de l'émancipation, elle se transforme, elle est toujours à l'école précisément de ce qui se passe. Alors Marx peut se tromper, il peut, comme moi, évidemment, on peut faire des paris hasardeux, on peut faire ça c'est tout truc, c'est normal. Mais la position c'est celle-là. La position c'est celle-là. Et c'est de contribuer de ce point de vue-là à l'écriture, à la pensée, par tout le monde, tous ceux qui, de ce que lui est capable de dire et finalement capable de faire, qui a une relation rationnelle à ce réveil de l'histoire, dont les acteurs, dont les premiers penseurs, dont les premiers sont tout simplement les peuples arabes directement soulevés. Alors, là-dedans, ce sera ma conclusion pour l'instant, donc on relance la discussion. Je pense en effet il y a une profonde question qui traverse tout ça, qui est la question identitaire, la question des identités. Parce que, au fond, il y a deux formes extrêmes de négation de la dialectique du particulier et de l'universel telle qu'elle est en jeu là-dedans. C'est ça, une vérité. Une vérité, c'est dans l'élément de la construction d'une universalité avec des matériaux particuliers, parce qu'on ne peut pas construire. Il n'y a pas de matériaux universels. Voilà. Il n'y a pas d'idée platonicienne au sens où elle serait séparée. Donc il n'y a pas de matériaux universels, il y a que des matériaux particuliers. C'est le corps des peuples arabes, c'est le corps des peuples arabes, c'est une particularité. Voilà. Alors il y a deux manières, au fond, de nier ça. Le premier, c'est de présupposer que l'universalité est déjà là et qu'elle peut se constituer en principe de jugement. Donc on va dire, voilà, ça c'est l'attitude occidentale dominante que je rappelais. En fait, on est détenteurs de l'universel, nous, on est les bons détenteurs de l'universel, on est les détenteurs de la bonne identité, en réalité. Et puis, on est bien content parce que ces Arabes, dont on pensait qu'ils étaient une mauvaise identité, peut-être qu'ils ne sont pas si mauvais que ça. Franchement, la tonalité, c'était quand même ça. Surprise, étonnement, voilà. L'image du barbu au couteau entre les dents était remplacée par quelque chose de très différent. Et ça, c'est quand même c'est une manière de nier absolument le travail de l'universel. Le travail de l'universel dans l'identité, dans la particularité. Et puis l'autre moyen, c'est au contraire d'exalter l'identité. De dire, ce qu'il y a de formidable là-dedans est identitaire. C'est-à-dire de le couper complètement de son devenir universel, de l'intérêt rationnel qu'on pourrait porter à cette universalité. Donc le chemin est souvent un chemin entre les deux, c'est-à-dire entre un universalisme abstrait préexistant, qui en fin de compte est toujours plus ou moins une bénévolence impériale, et puis un identitarisme forcené qu'on estime être le seul moyen de combattre l'universalisme impérial. Donc le livre, il essaie de se situer là, de trouver cet angle, d'assumer que, en effet, tout travail de l'universel est dans un espace, dans une détermination particulière, etc. C'est pour ça que c'est intéressant de rappeler que 1948, c'était l'Europe. C'était même pas un pays déterminé, c'était un espace, comme là. Donc de rappeler ça, et puis de rappeler en même temps que néanmoins, si nous avons à cela une relation rationnelle, c'est précisément parce que ça nous dit quelque chose d'autre que l'identité.
Avant peut-être de relaisser la parole à Stéphane, je voudrais juste savoir, mais vraiment de façon concise, est-ce que pour vous, parce que pour moi ça me parle la distinction philosophie savante, philosophie populaire, mais ça me parle surtout dans le rapport, vous savez, il y a un texte il y a un auteur, Canetti, que j'aime beaucoup, et qui dit quelque chose, qui dit qu'en général, il n'y a rien de plus incroyable que l'évitement du concret. Donc en fait, ça m'intéressait, pas pour parler des publics, mais pour justement, relativement à l'articulation du concret et de l'abstrait. Voilà, si vous pouvez, est-ce que ça vous... Oui, c'est-à-dire ce que je pense, c'est que l'opposition significative est en la circonstance, quand on, oui, dans les circonstances, justement. Ce n'est pas exactement l'opposition du concret et de l'abstrait, parce que si on y regarde de près, elle est souvent très difficile à établir. Justement. Le fait que le concret est toujours travaillé par la langue, etc. Mais par contre, c'est l'opposition du particulier et de l'universel. Donc, je reprendrai ce que vous disiez, c'est-à-dire que c'est plus logique qu'ontologique. Voilà. Et en tant que c'est plus logique qu'ontologique, je pense que le cheminement doit se tenir dans le point où on ne perd jamais de vue que la situation réelle est dans la particularité. C'est vrai que c'est le monde arabe, c'est vrai que c'est l'Égypte, c'est vrai que c'est l'histoire égyptienne, c'est vrai que c'est Moubarak, etc. Et il faut être absolument attentif à tout ça. Et c'est ça qui constitue la situation. Donc, la particularité doit être là. Et en même temps, on doit montrer que la particularité, en quelque manière, se limite elle-même, de l'intérieur d'elle-même, lorsqu'elle est en position de soulèvement à portée universelle. C'est vrai que je reviendrai par quoi j'ai commencé. C'est-à-dire, en ce sens, une grande émeute historique, on pourrait soutenir que c'est un poème populaire. Oui. On pourrait soutenir que c'est un poème populaire. C'est-à-dire que c'est le moment où, de l'intérieur du peuple tel quel, après tout, parce que les gens qui sont là, c'est les mêmes. Ce ne sont pas des gens qui sont... Donc, du point de vue des gens qui sont là, à l'intérieur de cela est produite une sorte d'interruption du régime ordinaire de leur existence, une interruption immanente, qui va révéler une puissance populaire, de quoi ils étaient capables, qui n'était antérieurement pas soupçonnable. Alors, ce qu'il y a, c'est que ce poème populaire est particulièrement sensible dans la phase, en quelque manière, inaugurale du soulèvement, et que je dirais qu'après, pour reprendre votre suggestion, au bout d'un certain temps, on entre plutôt dans un roman, avec des péripéties, des coups de théâtre, des renversements, des chapitres, voilà. Au début, on invente des chansons. Oui, voilà, bien sûr, aussi. Non, mais c'est ça, la chanson, c'est quand même quelque chose. Et vous comprenez que bien qu'entre le poème insurrectionnel et le roman électoral, il y a quand même... Stéphane. Oui, enfin, il y a peut-être d'autres qui veulent intervenir que moi, mais... Peut-être un peu après. Peut-être un peu après, d'accord. Non, j'avais... Une des questions que je me posais, c'est ou est-ce que c'est tout à fait accidentel? Je veux dire, est-ce que c'est finalement ouvert à tous les aléas, je veux dire, de quelque chose qu'on ne peut pas rassembler autrement dans le fait que de façon désordonnée, les choses arrivent. Qu'est-ce qui peut nous rendre attentifs aussi bien, alors, partons déjà de nous, quoi, je veux dire, d'avoir cet intérêt qui s'éveille à ce qui est, comme tu le dis, il se passe autre chose à un moment donné quelque part. En réalité, bon, pour quelles raisons, je veux dire, ne serions-nous pas, je vais prendre une formule subjective, quoi, ne serions-nous pas tout à fait endormis, je veux dire, et profondément endormis, je veux dire, bon, dans le discours général du monde, je veux dire, puisqu'il y a quand même beaucoup de dormeurs, je veux dire, et qu'est-ce qui fait qu'un certain nombre, je veux dire,
se donne la force, finalement, je veux dire, de ne pas pouvoir dormir et de se réveiller eux-mêmes, je veux dire. Bon. Donc, tout d'un coup, de devenir des émeutiers, bien entendu, quoi. Et par ailleurs, ceux qui ne sont pas dans ce temps ou dans ce moment de l'émeute, d'où tirent-ils, finalement, cette vigilance qui leur demeure, quoi. Donc, tu as donné éventuellement plusieurs réponses possibles. Hein, rien que ce matin, je veux dire, tu dis, au fond, on peut supposer que tout sujet est habité par la question de quoi l'humanité est-elle capable. Et donc, à un moment ou à un autre, je veux dire, bon, cela dit, comme l'indiquait aussi bien la description que tu disais, cette question peut plutôt leur revenir du dehors. Hein. Si je pense à ces braves ministres français qui, à un moment donné, tels que tu les as rappelés, s'être présentés devant nous, se sont dit que s'ils n'adhéraient pas à la révolution en cours, je veux dire, en Tunisie ou en Égypte, ils allaient se retrouver déchus de leur humanité. Donc cette question de quoi l'humanité est-elle capable leur est revenue quand même malgré tout donc du dehors. Ce qui voudrait donc dire d'une certaine manière qu'on n'est pas du tout assuré à tout moment d'habiter le lieu de la question, hein, de quoi l'humanité est-elle capable. On risque d'en être toujours expulsé en réalité, quoi. D'un autre côté, on peut dire oui, puisque j'habite la langue, comme tu le dis, et que virtuellement la langue est en excès par rapport à elle-même et peut toujours créer, je veux dire, un autre poème que le discours dans lequel nous appauvrissons en permanence notre langage. J'imagine aussi donc que à tout moment nous est redonné accès, je veux dire, à autre chose que le discours endormi dans lesquels on se meut. Mais est-ce qu'il y a quelque chose, je veux dire, qui permettrait de le ressaisir, de façon peut-être ou ontologique ou existentielle ou en tout cas fondamentale. Je dirais, est-ce qu'il y a une manière d'unifier, je veux dire, le lieu ou la ressource, je veux dire, à partir de laquelle aussi bien les émeutiers quand ils deviennent émeutiers que nous quand nous nous rendons attentifs à l'émeute, je veux dire, nous reporter. Ça serait peut-être l'occasion, l'opportunité pour parler un peu de la minorité massive. C'est-à-dire que la question est extrêmement compliquée parce que là aussi, alors dans la chicane des dualités, on entre quand même là dans celle entre contingence et nécessité un petit peu. C'est-à-dire, est-ce que la ressource est déjà là et est-ce qu'elle n'est qu'activée en quelque sorte par la circonstance, ou est-ce que ou bien est-ce que ce n'est pas vrai qu'elle est toujours déjà là et donc on peut manquer entièrement l'éveil, quoi. On peut continuer à dormir. Ça, c'est un point. Alors, j'ai là-dessus, moi, je propose une solution un peu délibérément boiteuse. C'est-à-dire, je pense qu'il faut quand même bien supposer que tout le monde, qu'on sait toujours, d'un certain point de vue, que l'humanité est capable d'autre chose que du strict service de ses intérêts privés. Je pense que tout le monde le sait. Je pense que tout le monde le sait par un mélange de... Alors, est-ce que c'est inscrit génétiquement ? En tout cas, c'est par un mélange de configuration existentielle, d'expérience et de transmission. C'est-à-dire qu'il y a quand même une transmission de ça par le fait que tout le monde pense que quelqu'un qui sauve un enfant au péril de sa vie en le tirant de l'eau, c'est mieux que de l'assassiner pour lui voler sa bourse. Ça, je crois pas. Il y a quand même là, il y a un élément d'inconditionnalité. Je ne pense pas que ce soit un transcendantal au sens de Kant, une voie de la conscience. Je pense qu'il y a suffisamment d'éléments de transmission, d'expérience, d'intersubjectivité constituée, de légendes diverses, d'œuvres d'art aussi qui ont raconté ces choses-là, de récits politiques, de fraternité, de moments de fraternité, dans l'expérience de chacun,
de figures amoureuses. Un ensemble très compliqué, à vrai dire, mais qui fait que quand quelqu'un essaie de défendre le contraire, il a beaucoup de mal. Ça, c'est un fait. Et en général, c'est une posture esthétisante, extrêmement sophistiquée, au lieu d'être un truc élémentaire. Donc il y a ça. Ça ne suffit pas, naturellement. Donc, en plus de ça, il faut qu'il y ait une secousse, il faut qu'il y ait un bouger, il faut qu'il y ait quelque chose qui se torde, qui s'effondre. Et ça, c'est ce que j'appelle l'élément événementiel. C'est-à-dire, pour être réellement saisi par le processus d'une vérité, ou pour pouvoir en être saisi même à distance, en témoigner, etc., je pense qu'il faut avoir été frappé quand même par quelque chose. Là, je suis d'accord même avec Deleuze, quand il dit finalement on ne pense que pousser, qu'il y a une poussée du dehors, de fait. Et donc il y a pour employer une métaphore spatiale, entre le dedans et le dehors, sur cette question particulière, si on appelle dedans une espèce de conviction molle, mais existante, qui est tissée de quantité d'expérience, et puis la secousse qui en active en réalité l'existence, il y a un rapport complexe, et qui est en jeu d'ailleurs dans ce que nous parlons là. Finalement, après tout, il n'est pas vrai que, au point où nous en sommes aujourd'hui, les grands soulèvements dans le monde arabe qui ont changé beaucoup de choses aient réellement secoué l'humanité tout entière, de telle sorte qu'on soit réellement engagé dans un nouveau cours. C'est beaucoup plus incertain. Les gens tout le monde a été pour, mais plus ou moins mollement. Là, c'est le sentiment qu'après tout, il ne faut quand même pas être trop dérangé, subsiste avec une grande vigueur. Mais ma conviction stratégique est optimiste. Je pense que le mélange de circonstances événementielles ou semi-événementielles et de dispositions, de fond de disposition, fait que on peut considérer que tout le monde se voit offrir en tout cas la chance d'une subjectivation de vérité, c'est-à-dire d'une participation à l'universalité dont l'humanité est capable, à un moment ou à un autre. Et c'est pour ça qu'il y a quelque chose, on sait bien ça, le roman en est le grand témoignage. Oui. Il en est le grand témoignage. À savoir qu'il y a des moments de l'existence où on est dans cette épreuve. C'est-à-dire on rencontre ça. C'est-à-dire où une secousse immanente est telle que la question de savoir si on va accepter d'être requis par la circonstance dans la dimension de l'universalité, donc toujours dans un semi-abandon de la pression identitaire, c'est obligatoire, ça c'est une épreuve existentielle majeure dont le roman est le grand témoin, parce que le roman se nourrit de ça finalement, il se nourrit de raconter ce genre de moments où quelque chose qui arrive découvre la nécessité de mobiliser en soi-même, justement, alors, ce dont on sait que peut-être on est capable, au-delà de la routine existentielle, mais justement, au-delà de la répétition. Le point de départ, quand même, on ne peut pas l'oublier, c'est une personne qui fait quelque chose qu'on ne fait jamais dans le monde arabe. Vous savez, dans le monde arabe, il y a quand même, dans le monde musulman, le suicide est vraiment extrêmement rare. C'est Bouazizi. Oui, non, mais ça, bien sûr, je sais. La poussée est... Oui. Non, mais ça, on sait très bien. C'est-à-dire, c'est tellement transgressif, en fait, pas seulement politiquement, mais socialement, culturellement, existentiellement, bien entendu. Ça a été évidemment, à un